ouvre la traversée du désert. La star prépare le rallye de Tunisie, une nouvelle aventure. Toute la vie. Johnny Hallyday va participer au rallye de Tunisie du 31 mars au 8 avril. Son beau-père sera son copilote. Alors voici les images des premiers essais qu'il a effectués sur sa Mercedes 4x4 en plein désert. Marie-Christelle Maury. Il fait chaud. J'ai un peu tendance à me planter tout à l'heure parce que je disais que sa voiture moi va vite, alors moi j'étais derrière et donc j'étais obligé d'arrêter à chaque fois. Donc Johnny Hallyday et beau-papa André Boudou sont dans une auto. 2 jours en Tunisie, histoire de se familiariser avec leur 4x4 Mercedes, un proto T1 de série, en vue de participer à la fin du mois au rallye dans le pays. qu'est-ce qu'on fait là? On va continuer, essayer de passer jusqu'au fort un nouveau passage. Encore une fois, faut essayer. Il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même une espèce de... Il y a une espèce de vitesse de croisière comme ça, un petit peu à garder, il ne faut pas freiner, bon, autrement on s'ensable. Et alors quand on s'ensable, c'est là que les ennuis commencent. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je vais éviter à mon beau-père de sortir la pelle pour nous tirer de là, parce que bon, il n'est pas plus passionné de ça que moi. Les fans sont désormais prévenus. Sur les conseils de Cyril Neveu, Johnny se prépare, nouvel amour pour l'auto bien des années après le Monte-Carlo. Le rocker pourrait bien sur le sable, qui sait, connaître une nouvelle heure de gloire. Tiens, allez boire un coup, non? Pour moi la vie va commencer. Oui. Et comme dit Johnny, on a tous en nous quelque chose de Tunisie. Elle est très mauvaise. Demain... Très glissant, si vous voyez ce que je veux dire. Côté camion, une de plus pour Tchagin, vainqueur déjà du prologue et de la première spéciale. Le Russe est largement en tête du classement général. Il précède d'1 h 29 minutes le Mercedes 303, piloté par Aline Rambaud. Super, c'est tout ce que j'ai. Oh putain, on est perdu encore. C'est bon, on est le premier camion. Ah, tu es premier, il n'y a personne qui est passé. Merci, ciao. Vas-y, roule à droite. À droite, allez. Ah putain. C'est bon ça. El Borma, la fameuse boucle. C'est le premier morceau de bravoure du rallye. 280 km de spécial, 280 km de sable, de dunes et de galères. On a coupé trop tôt en haut de la bosse. On est resté posé. Nous n'avons pas le sable en Angleterre comme ça. Hein. C'est bizarre, hein? On n'a pas d'habitude. On n'a pas d'habitude. Kamaz a autant de difficultés que nous, hein. Heureusement que je n'en pouvais plus là. Quelle que soit la volonté, seule la technique permet de passer les dunes sans encombre. Dans le cas contraire, c'est peine perdue. Exemple ici avec l'équipage argentin Blanco Blanco. Mal, non? Autre tentative avec des Espagnols, Monterde et Tornabel. Le Nissan semble sur le bon chemin, mais la marche arrière sera le seul moyen de ne pas rester planté.
nouvelle tentative pour les Espagnols qui apprennent vite. Cette fois, ça passe. Des heures et des heures dans les dunes du Grand Sud tunisien, ce sera le lot commun de très nombreux concurrents. Encore une fois, El Borma aura été fidèle à sa légende. Bah, il y avait la voiture, il y avait un tango là, de médecins là, qui était tanké au-dessus. Et il y avait deux options, passer à droite ou passer à gauche. Et bon, on n'a pas pris la bonne. Hein. Donc on est tombé dans l'entonnoir et voilà, la voiture, elle est franchement cassée, quoi. Elle va finir ses jours ici, j'ai l'impression. Dans la boucle autour d'El Borma, Jutta Kleinschmidt va décrocher sa première victoire de spécial. Elle s'impose 1 minute et 28 secondes devant Jean-Louis Schlesser et 6 minutes 32 devant Delavergne, le vainqueur de la veille qui a longtemps servi de lièvre. Mais au général, c'est Schlesser qui fait la bonne opération. Il a repris près de 5 minutes à Delavergne et mène désormais le rallye avec 6 minutes et 23 secondes d'avance. Bruno Sabi prend la 4e place de la spéciale à 7 minutes 51. Il est toujours 3e du général, mais accuse désormais 20 minutes 17 de retard sur Schlesser. Chez les motos, c'est au tour de Cyril Després de se mettre en valeur. Après 2 journées sans, le pilote BMW décroche sa première victoire de spécial. Au général, il est 6e à 53 minutes 33. Les KTM, elles, ont roulé ensemble. 5 te prend la 2e place de la spéciale, De Gavardo la 4e et Meoni la 5e. Les écarts sont faibles, mais permettent aux Français de prendre la tête du classement, 49 secondes devant son coéquipier De Gavardo. L'exploit de la journée, il est signé par l'Italien Matteo Graziani qui a terminé 3e à 2 minutes et 5 secondes de Després. Peut-être un futur Meoni en puissance. Ancora è un po' presto perché Fabrizio è ancora molto in forma, però spero di dargli il cambio. Dit que encore, je pense que c'est pas le temps parce que moi je lui dis que je suis encore en forme. Mais dans le futur, lui espère de prendre ma place. El Borma Ksargilan, 326 km de spécial, dans le sable toujours, l'Optique 2000 Tunisie commence à remonter vers le nord. Avec ses sources d'eau chaude et sa verdure omniprésente, Ksargilan, la grande oasis du sud tunisien, attend comme un appel aux concurrents. Le plus pressé d'aller se baigner cette année encore, c'était visiblement Jean-Louis Schlesser. Après une grosse chaleur dans les tout premiers kilomètres, il remporte la spéciale et creuse encore l'écart au général. Deuxième, à 6 minutes 44 de Schlesser, Bruno Sabi en profite pour s'installer en 2e position au général à 27 minutes 01. Jutta Kleinschmidt, elle, a pris la 3e place à l'arrivée à Ksargilan, juste devant Jean-Philippe Guinaud et son Nissan T3, 4e à 15 minutes 50. Le grand perdant du jour, c'est Thierry Delavergne qui passe de 2e à 3e au général. C'est complètement ma faute, hein. On suivait Sabi avec le Pro Truck et puis dans des petites dunes de 2 mètres de haut, pas plus. On a fait un croisement de pont, le temps d'enclencher la première pour démarrer, la voiture s'est posée. Personne n'est passé derrière, ils ont tous fait le tour pour
pour éviter les dunettes là. Et donc on s'est sorti comme on a pu avec le cric, les plaques. Et puis le tarif, c'est une demi-heure. Sur deux roues, c'est l'un des hommes les plus prudents de la journée qui va s'imposer. Fabrizio Meoni, pas très à l'aise dans cette 4e spéciale, devance pourtant Richard V de 31 secondes. Oui, mais voilà, le Français a chuté et perdu beaucoup de temps. Parti sur un rythme d'enfer, il aurait dû s'imposer et creuser l'écart au général. Je suis tombé, j'ai plus de roadbook. J'ai perdu 3-4 minutes. J'imagine, mais... Ah oui, tu es aussi tombé. Bien. 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 Tu pouvais prendre un petit plus lentement, tu pouvais mettre le roadbook, attendre un peu. Petite pause dans la compétition pour s'intéresser à un autre challenge, celui de l'opération des lunettes pour les enfants des sables. En parallèle du rallye, Optique 2000 et Essilor apportent une aide optique très importante aux enfants tunisiens. Une opération désormais très bien ancrée, c'est déjà la 9e année et qui se déroule à chaque étape. Oui. Ça, c'est mieux. Avec, c'est mieux. Ici, à cette opération, on reçoit à peu près 60 gamins, à peu près 360 gamins. L'année dernière, le but était de dépasser les 2000 pour l'an 2000. Il a été dépassé. Je pense qu'on devra arriver aux alentours de 2500 à la fin de l'année. Merci. Du contrôle de la vue à la fabrication des verres et à la délivrance des lunettes, les opticiens et ophtalmologistes du désert savent tout faire pour le plus grand bonheur des enfants des sables. Xarguilan Tamerza, 5e spéciale de l'Optique 2000 Tunisie, 269 km plein ouest avec la traversée du Châtel Géride. Chez les motos, Fabrizio Meoni avait prévenu depuis plusieurs jours. C'est dans cette spéciale qu'il allait porter son attaque. L'Italien est homme de parole, il est passé à l'offensive. À l'arrivée à Tamerza, il sait qu'il a roulé fort et pris du temps, mais il ne sait pas encore combien. Aujourd'hui, c'était une journée très importante, décisive même pour moi si je veux me battre pour la première place. J'ai fait le maximum, j'ai attaqué à fond partout et j'espère prendre quelques minutes à Richard V. Demain, on arrive dans la montagne et ce sera son terrain. Ce sera plus dur pour moi. Alors, si aujourd'hui je réussis à prendre un peu d'avance, demain, je pourrai peut-être essayer de le contrer. 5 minutes et 56 secondes. C'est le retard qu'accuse Richard V à Tamerza. Le Français perd la tête du classement général au profit de Meoni, mais il n'est qu'à 2 minutes et 11 secondes. Derrière les deux KTM, Cyril Després a pris la 3e place à 19 minutes 37. 5e du général, le pilote BMW apprend doucement son métier de pilote d'usine. L'apprentissage est très très long. Je comprends pourquoi Meoni a gagné le Dakar à 43 ans. Le grand perdant du jour, c'est Carlo De Gavardo. Une erreur de navigation qui lui vaut une panne d'essence, 32 minutes perdues et le Chilien n'a plus aucun espoir de victoire.
Le Portugais Paulo Marques, 6e de la spéciale, est également 6e au général. Au guidon de sa Honda, il est en tête de la catégorie production. Un mot des quads dont beaucoup sont toujours en course, avec d'abord le numéro 111, Locatelli, qui malheureusement n'ira pas au terme de cette spéciale. Puis le 119 de Laurent Flamand et le 117 de Cartier. Pour eux, l'aventure continue. Une aventure très physique au guidon de ces drôles d'engins pour lesquels la Tunisie et la variété de ses difficultés sont presque un terrain de jeu idéal. Chez les autos, c'est le scénario catastrophe dans cette antépénultième spéciale pour Jean-Louis Schlesser, le leader du rallye. Ah, je pense que c'est cuit. On s'est perdu combien là? Bon, on n'a pas perdu grand chose. Le problème c'est qu'on a, je pense, les 10 d'embrayage qui sont foutus. C'est la boîte auto. Le buggy repart, mais pas pour bien longtemps. Schlesser ne terminera pas la spéciale, il va abandonner. Le début de saison difficile ne s'arrange pas. Il n'y a pas trop à se plaindre, c'est un problème de boîte. Je pense que ce sont les embrayages de boîte de vitesse à l'intérieur qui ont lâché sur une boîte auto. Donc c'est quelque chose qu'on testait et bon, on n'avait jamais eu de problème jusque-là avec. T'es surpris? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin bon, la satisfaction c'est que pour le moment le Kangoo marche très bien. Et nous on est en tête du rallye, lui il est bien placé, donc c'est pas très grave quoi. De toute façon, après tout ce qui s'est passé, puis il reste encore plein de courses pour se rattraper. Il faut le prendre avec le sourire. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Jutta Kleinschmidt profite des problèmes de Schlesser pour signer une nouvelle victoire d'étape et grâce à l'abandon du buggy, elle remonte à la 3e place du général. Ça a été une bonne journée pour nous. Bien sûr, au classement général, on ne peut plus rien espérer à cause de leur écart perdu dès le premier jour avec la casse du différentiel. Mais c'est toujours super de gagner une spéciale. C'était plutôt difficile aujourd'hui. Il y avait 50 ou 60 km de dunes, très molles. On a fait de notre mieux pour ne pas s'ensabler. C'était difficile pour les suspensions. Jutta Kleinschmidt, à ce moment-là, ne savait pas encore que Schlesser n'était plus en course. Et ce sera le cas également à l'arrivée pour Bruno Sabi. Le pilote du Pro Truck se réjouit simplement d'avoir terminé malgré de gros soucis mécaniques, alors qu'il est en fait le nouveau leader du rallye. Moi je suis content d'avoir terminé parce que c'était l'embrayage depuis le début. Ouais, j'étais pas loin de toi tout le temps. Jusqu'à assistance, toi tu étais un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. On a roulé souvent ensemble. Je n'ai jamais cherché à trop me rapprocher de toute façon. En plus on était souvent sur la même trace. Mais souvent j'étais un peu plus à droite que toi. Je te voyais tout le temps comme ça. Sabi, Delavergne, Kleinschmidt, Servia et Guinaud 5e, c'est le classement auto à 2 jours de l'arrivée à Tunis. Tamerza Tabarka, 299 km de secteur chronométré plein nord vers les rivages de la Méditerranée.
Pour Jutta Kleinschmidt, le rallye va s'arrêter au kilomètre 158 de la spéciale. L'Allemande est victime d'un bris de rotule de suspension. Elle n'ira pas plus loin. Normalement, c'est 15 minutes pour réparer, mais nous pas de pièces avec nous. C'est dommage. Normalement, nous avons cette pièce dans la voiture, mais elle n'est pas là. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Non, c'est seul. Toute seule. Dans une spéciale très rapide, c'est Thierry Delavergne qui va se mettre en valeur en offrant à Nissan un deuxième succès d'étape. Delavergne avait décidé dès le départ d'attaquer et les circonstances de course ensuite ont joué en sa faveur. Sabi crevé sur le côté, on s'est dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer, donc on a roulé très fort. Bon ben voilà, je crois qu'on lui a pris 10 minutes, c'est toujours ça. En tout cas, on est content de cette petite performance, ça fait 2 spéciales sur la rallye, c'est pas mal. Derrière le Terrano, c'est José Maria Servia qui place son Kangoo en 2e position à 4 minutes et 5 secondes, la meilleure performance de l'Espagnol depuis le départ. Bruno Sabi, lui, a eu très peur. Il a perdu beaucoup de temps en changeant une roue à l'assistance. Mais en terminant 5e à 9 minutes et 37 secondes de Delavergne, il préserve plus de 14 minutes d'avance au général sur le pilote Nissan. En catégorie marathon, c'est Thierry Magnaldi qui s'impose en prenant la 7e place, juste devant le Nissan de Jérôme Rivière et un autre Mercedes, celui de Jean-Pierre Strugo. Au général, Magnaldi domine la classe marathon devant Strugo et Rivière. Ils sont respectivement 6e, 10e et 11e. Après le désert profond, le rallye retrouve les populations tunisiennes. L'accueil est chaleureux, les enfants des écoles en témoignent. Dans la catégorie camion, ils ne sont plus que 3. Et c'est toujours le Kamaz du Russe Tchagin qui fait la course en tête. Sur les pistes qui séparent Tamerza de Tabarka, son chrono lui aurait offert la 30e place du classement auto. Au général, Tchagin précède Aline Rambaud de plus de 9 heures. Van der Kooi est 3e à 15h30. Deux minutes et 11 secondes. Au départ de Tamerza, c'est le maigre écart qui sépare Fabrizio Meoni de Richard Cinct. Le duel entre les deux hommes est somptueux et tourne à l'avantage de Cinct qui remporte la spéciale. L'écart à l'arrivée, 1 minute et 11 secondes en faveur du Français. Meoni conserve la tête avec 1 minute d'avance à la veille de l'arrivée. Moi, ça ne me dérange pas d'ouvrir la piste, mais le problème, c'est que, effectivement, quand c'est comme une journée comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas de poussière et que le deuxième jeu derrière, ben, c'est très facile pour lui de suivre. Hein. Il ne regarde pas son roadbook, il fait que suivre. Non era facile oggi
Ça n'était pas facile aujourd'hui, beaucoup de montagnes, mais aussi beaucoup de navigation et des pistes très dures que je n'apprécie pas. J'ai fait de mon mieux, j'ai bien roulé au début, j'ai attaqué, et puis je suis tombé en panne de Tripmaster. Richard m'a passé, et ensuite, eh bien, je l'ai suivi. C'était plus facile, et de toute façon, je ne peux pas le battre sur ce type de piste très technique. Je perds plus d'une minute, mais ça va, j'ai encore un peu d'avance, et demain je me battrai bien évidemment jusqu'au dernier mètre. En retrait désormais du duel pour la victoire, Carlo De Gavardo prend la 3e place de la spéciale à 8 minutes 53. Le Chilien n'a plus qu'un objectif maintenant, conclure par un podium sa première prestation officielle. Matteo Graziani termine encore 4e à 9 minutes et 34 secondes. Il occupe la même place au général et permet à KTM de truster les 4 premiers rangs. En catégorie production, c'est Pérez qui se met en valeur. Il a mené sa Husaberg à la 6e place. Il est 7e du général derrière Marquez, toujours leader de la catégorie. Pour Cyril Després, ce fut une journée sans. 6e après de 17 minutes, il ne s'est même pas fait plaisir. Je sais pas, j'ai un peu eu l'impression de faire un marathon avec des après-ski quand même. Donc on verra, ça ira mieux l'année prochaine. En quad, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir souffert la veille, Gérard Fauquemberg s'est fait plaisir. Il a pris la 42e place et l'arrivée lui tend les bras. On a oublié les galères d'hier. Et là, ça a été merveilleusement bien, ça glissait, ça marchait bien, c'était du... C'est la deuxième spéciale que vous remportez. Ouais, c'est du grand bonheur. Bon, en première rallye raid, c'est très bien. On n'est pas mécontent, mais bon, c'est pas fini, il reste une journée. Enfin bon, je me suis fait plaisir. Hier, j'ai galéré, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Tabarka, Tunis, la spéciale de la délivrance, la dernière de l'Optique 2000 Tunisie 2001, 100 km seulement, mais c'est ici que tout va se jouer. Fabrizio Meoni ou Richard Sinct, bien malin qui peut prédire au départ de l'ultime secteur chronométré lequel des deux pilotes KTM coiffera la couronne. Certes, Meoni est en tête du général, mais une minute d'avance, c'est un maigre avantage pour un sprint final. Meoni n'a pas le choix, il attaque et chute. Heureusement, sans gravité, quelques secondes seulement vont s'envoler. Richard Sinct, qui est parti devant, affirmait la veille que reprendre une minute à Meoni l'obligerait à prendre d'énormes risques, mais qu'il tenterait l'impossible. Alors lui aussi attaque, et lui aussi part à la faute. Une chute également sans gravité pour le Français, mais qui permet à Meoni de revenir au contact, car Richard Sinct a cassé ses instruments de navigation. Dès lors, tout est joué. Sinct et Meoni vont parcourir ensemble les derniers kilomètres du rallye. Meoni a gagné, c'est son deuxième succès consécutif en Tunisie. Richard Sinct, lui, doit se contenter de la deuxième place, battue finalement d'1 minute et 53 secondes.
l'ensemble, j'ai fait une bonne course. J'ai fait une faute il y a 3 jours où j'avais imposé un rythme assez élevé et malheureusement j'ai chuté à 30 km de l'arrivée. Je pense que c'est ce jour-là où j'ai perdu le rallye, mais ça fait partie de la course, quoi, hein. Je veux dire, ça marche pas tous les coups et bon, dans l'ensemble, on a fait une très belle course avec Fabricio. On s'est bien bagarré pendant toute la semaine et c'est super, quoi. Bon, il faut un vainqueur, c'est lui. Tant pis pour moi, mais ça fait partie du jeu, je suis content pour lui. C'est une course qui n'a jamais été simple. C'est toujours difficile avec Richard. Si j'arrive devant lui, je crois que ça montre que j'ai fait une très belle course. C'était très fatigant, jusqu'à aujourd'hui encore, avec une dernière spéciale vraiment difficile. Je suis content d'être arrivé au bout et avoir battu Richard V, qui est vraiment très rapide. Pour moi, c'est une très grande satisfaction. Troisième de la dernière spéciale, troisième du général, Carlo De Gavardo a réussi son entrée chez les pros. Aujourd'hui, je suis très content car j'ai fini et je me suis fait beaucoup plaisir. Je suis très content car la KTM est parfaite. C'était ma première course comme pilote officiel. Je suis très heureux de mon résultat et pour toute l'équipe. Quatrième à Tunis, le Portugais Paulo Marques termine 6e du général et offre à Honda la victoire en catégorie production. Cyril Després, lui, termine 5e du général derrière les KTM de Meoni, 5 de Gavardo et Graziani. Côté quad, la victoire reviendra à Laurent Flamand. Mais à l'arrivée, on a surtout le sentiment que tous ont gagné. Ils ont été au bout de leurs rêves, au bout d'eux-mêmes parfois. 128 motos et quad avaient disputé le prologue à Nice. Ils sont 101 à l'arrivée. J'ai eu une grosse galère dans cette Tunisie et finir comme ça avec les premiers, c'est fabuleux, quoi. Fabuleux. En auto comme en moto, le suspense est encore présent au départ de cette ultime spéciale. Mais l'avance de Bruno Sabi est bien plus conséquente que ne l'était celle de Meoni. Il précède en effet de la Vergne de 14 minutes et 12 secondes. Bruno Sabi pourtant va souffrir et craindre surtout. Craindre de tout perdre par la faute d'une suspension cassée. Mais il ira au bout et en vainqueur, le premier succès du Pro Truck qui arrache des larmes au pilote grenoblois. Là, je pleure et c'est sincère, mais disons que je suis capable quand même de faire la différence avec les budgets que j'ai eus dans le passé et les budgets qu'on a maintenant. Donc, même si on est l'aide précieuse de Ford, des gens qui nous ont fait confiance, quelque part, c'est assez incroyable d'avoir pu obtenir ce résultat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis conscient de tout ça et que je l'apprécie différemment. Au terme d'un superbe rallye, marqué par 3 victoires de spécial puisqu'il remporte la dernière, Thierry Delavergne offre à Nissan la 2e place de l'Optique 2000 Tunisie. C'est le meilleur résultat du Terrano T2 en Coupe du Monde. José Maria Servia a réussi le pari d'emmener le Renault Kangoo au bout du Tunisie et avec une belle régularité, il termine 3e du général. En catégorie T1, la victoire va finalement échapper aux Mercedes ML. Thierry Magnaldi et Jean-Pierre Strugo connaissent tous les deux des soucis et c'est Jérôme Rivière qui recueille les lauriers. Une belle moisson pour Nissan après la 2e place de Delavergne. Un mot enfin sur Johnny. Il a été au bout et termine 42e malgré une grosse chaleur dans l'ultime spéciale où il a failli abandonner. J'en aurais pleuré de rage quand ça m'est arrivé.
Parce que on s'est vachement donné de mal cette semaine et merde quoi. Enfin, on n'est pas hors jeu, on est arrivé, c'est déjà ça. Chagin, Beliaev, Savos au volant de leur Kamaz. Fabrizio Meoni au guidon de sa KTM. Bruno Sabi et Thierry Delizzotti avec leur Pro Truck. Voilà les lauréats du 20e Optique 2000 Tunisie. La grande classique africaine a encore une fois tenu toutes ses promesses. Départ le 28 décembre à Arras dans le Pas-de-Calais, arrivé à Dakar le 13 janvier 2002. Hubert Auriol a annoncé 2 étapes marathon de 48 heures dans le Sahara, sans en dire plus. Autre nouveauté, le GPS, le fameux GPS, sera neutralisé pour certaines étapes. Ça promet. Le rugby, c'est J-2. C'est une erreur en moins que je ferai. J'éviterai les rochers la prochaine fois. On est à l'arrivée, c'est déjà excellent. Fabuleux. Bon, Mamour, il a quand même dit. J'étais déçu. Mamour, il a quand même bien progressé. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'après tout ça, 10 km plus loin, on a crevé. C'est vrai, c'est formidable. Malgré les regrets, Johnny et son beau-père ont réalisé une course plus qu'honorable. Sur 40 voitures, 20 seulement ont terminé le rallye. Alors Johnny, accro? Le prochain rallye, la prochaine course de Johnny Hallyday? Dakar. Et rendez-vous donc en janvier 2002 pour le prochain Dakar. Johnny décidément fou de voiture puisqu'il vient de... Un casque, une minerve, des gants, des lunettes et un moteur de 2 chevaux. Venez avec moi, je vais vous montrer. Et oui, voilà, je vous présente mon nouveau loisir, le kart cross. J'ai fixé mon harnais 6 points, un élément de sécurité pour le pilote, ainsi qu'une minerve qui est obligatoire, et bien sûr, lunettes, gants pour les protections des yeux et des mains. Actuellement, nous sommes à la recherche d'un circuit permanent pour pouvoir faire découvrir aux jeunes le kart, leur faire essayer, leur faire découvrir une nouvelle passion. Le kart est un moyen de pouvoir se défouler, de s'amuser sur un terrain circuit fermé au lieu de s'amuser sur les routes. Voilà, le kart cross, c'est un peu ça. Donc c'est une machine qui est très abordable à tout le monde. Pour un budget à peu près de 10 000 francs, on peut accéder à ce sport. Moi-même, je fais partie d'une association qui s'appelle le SMI, Sport Mécanique de l'Iroise. Et venez nous rejoindre, venez essayer, c'est super. Il a été chargé de présenter une toute nouvelle voiture à un groupe d'investisseurs et, plus important, à ses patrons. Il commence par un dérapage contrôlé impeccable, puis... Cette figure-là n'était pas prévue au programme, mais puisqu'on vous dit que c'est un vrai pro... Long Island, New York. 2 copains s'amusent à conduire et à filmer leur nouvelle Jeep en pleine action. En voilà une idée qu'elle est bonne. Jusqu'à ce que le conducteur demande à son ami de se tenir au milieu du chemin avec le caméscope pendant qu'il lui fonce dessus. Comment ça s'appelle déjà? Des garde-boue? En voilà un qui aura vraiment payé de sa personne. Il était une fois 2 rigolos sur un scooter. Et que croyez-vous qu'il arriva? Encore une fois, et fin du coup. Vous venez de toucher votre nouvelle Jeep rutilante et vous vous dites « et si j'allais à la plage avec ?» Mais vous auriez peut-être dû vous renseigner sur l'heure de la marée avant d'amuser la galerie des copains.
car vous voilà solidement ensablé au milieu des vagues. La prochaine fois, prenez donc le modèle amphibie. Ce qui serait bien, c'est que Moïse vienne donner un petit coup de main. Parce que sinon, avec la mer qui monte, adieu la belle Jeep. Les Baja sont des épreuves de rallye raid qui se déroulent sur 2 jours. Venus des États-Unis, ce genre d'épreuve a envahi l'Europe dans les années 80. L'Italie, mais aussi l'Espagne ont hérité de leur Baja et les usines s'y sont intéressées. La Baja Montes Blancos de 1988 a d'ailleurs été le théâtre d'un affrontement entre Mitsubishi et Peugeot. En quelque sorte, un remake version courte du Dakar, disputé au mois de janvier. Au final, c'est Harry Vatanen qui décroche la timbale au volant de la 405 Turbo 16. Aujourd'hui, direction la Toscane en Italie, on attend un nouveau duel entre Schlesser et Kleinschmidt. Ils ne se supportent plus. À chaque rallye, Jutta Kleinschmidt et Jean-Luc Schlesser trouvent matière à polémique. Après le Dakar, les deux anciens équipiers n'ont pas attendu le départ du Master Rally ce matin au Canet pour reprendre leur guéguerre. Kleinschmidt, elle court, c'est une compétitrice qui fait partie d'une équipe qui s'appelle Mitsubishi et ils utilisent des moyens qui, pour moi, ne sont pas toujours dans ce que j'appelle l'esprit du sport. Sur un plan strictement sportif, 23 points séparent le Français de l'Allemande en tête de la Coupe du Monde. Au départ de la première spéciale, 30 km courus. Les fameux véhicules historiques de compétition qui se sont donc donné rendez-vous ici sur le circuit de Spa-Francorchamps où il fait beau et chaud, on ne va pas s'en plaindre, pour disputer donc les 6 heures. Mais ces 6 heures ne sont pas la seule épreuve au programme, il y a d'autres disciplines et d'autres courses fort intéressantes. D'ailleurs, on va commencer par celle-là. Le circuit de Spa-Francorchamps, quasiment 7 km à travers les Ardennes belges, le must du must en la matière, tous les pilotes vous le confirmeront. Ambiance estivale et tranquille avec néanmoins de très belles courses d'appui comme l'OCEI Formule 2 Trophy où l'on retrouve en pole position ni plus ni moins qu'un directeur d'écurie de Formule 3 française. En tant que team manager, je suis venu à Spa de nombreuses années. J'ai parlé beaucoup du circuit, analysé beaucoup le circuit lors des débriefings avec les pilotes, avec mes pilotes, et sans avoir jamais couru sur ce circuit. Donc pour moi, j'avoue que c'est une belle opportunité et ça me permet de mettre en pratique un petit peu toutes les réflexions et tout ce que j'ai appris au contact de mes pilotes. Serge Saulnier qui partage la première ligne avec François Bergès, tandis que derrière, on retrouve Tony Thompson, Philippe Harper et Michel Quignou au volant d'une Marche 782 de 1978. Les Formule 2 qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la compétition auto des années 70, eh bien la magie opère toujours sur ce circuit où le départ représente quelque chose de magique, surtout que cette année, le fameux raidillon de l'eau rouge a été modifié. La course va être marquée par un superbe duel entre Philippe Harper et Michel Quignou. Duel pour la deuxième place car Bergès et Thompson ont dû renoncer derrière un Saulnier dominateur. Un duel de tous les instants avec de l'engagement et du spectacle, de quoi ravir tout le monde. C'était carrément extraordinaire, c'est les courses dont on rêve quoi. Vraiment on s'est battu, on se connaît bien. J'avais absolument aucune appréhension sur n'importe quelle attaque, je savais que ça se passerait bien. Donc on pouvait y aller franchement, quoi. C'est le rêve. Je pense qu'on aurait pu continuer à se battre jusqu'au bout, mais j'avais un pneu crevé et à 3-4 tours de l'arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc je suis resté derrière sagement en attendant l'arrivée. Bon, en tout cas, c'était vraiment une très très belle course et on rêve d'en avoir beaucoup comme ça. Victoire en tout cas de Serge Saulnier à la moyenne tout de même sympathique de 170 km/h. Saulnier qui a même amélioré en course le temps de sa pole position. Son pilote en Formule 3 cette année, Ryo Fukuda, pourra bénéficier à son tour de nouveaux et précieux conseils. En trophée Saloon Car, on retrouve une autre bataille entre deux Français au volant de deux Porsche. D'un côté, il y a Georges Sevin, de l'autre Bernard Moreau. Les deux, comme tout à l'heure, Harper et Quignou, vont se livrer un duel haletant qui sera le grand intérêt d'une course dominée par des Anglais au volant de Chevrolet ou de Ford.
43 voitures au départ et finalement une lutte pour la 4e place qui retient toute l'attention. La Porsche blanche de Bernard Moreau aura finalement le dernier mot sur la verte de Georges Sevin. Je suis resté dans le cul de la voiture de Georges pendant 3 tours. Apparemment, ça devait le gêner parce que dans le rétro, il jetait un œil de temps en temps. À partir du 2e tour, il a commencé à faire une ou deux fautes. Alors j'ai accentué un peu la pression. Et puis dans le 3e tour, j'ai pu le prendre par l'intérieur, alors qu'il n'est pas réputé pour ouvrir forcément la porte. Hein. Mais c'est une belle bagarre, c'est une belle revanche sur mon ami Georges. En tête, on retrouve la Chevrolet Camaro d'Andy Bacon, qui l'emporte à la moyenne de 143 km/h devant 2 autres de ses compatriotes. Ce fut une très bonne course pour moi, juste un petit problème de pression d'essence, mais ça allait, à part dans quelques portions, rien de grave. Je crois que j'ai fait la différence dans les 2 premiers tours où j'ai creusé l'écart, et c'est comme un rêve de gagner ici. Dans le stand Williams, c'est encore marqué, on retrouve non pas la FW23 de Ralf Schumacher, mais bien une Chevron dont les couleurs resteront éternelles. C'est une des voitures de l'écurie de Villeneuve-les-Avignon, managée par Sylvain Stepak, lequel retrouve Michel Quignoux, qui, à peine remis de sa course de Formule 2, s'apprête donc à participer à une course du Trophée européen historique groupe 4, une appellation qui mérite bien une petite explication. Le groupe 4, c'est une organisation qui fait courir des sports proto jusqu'à 1973 et même quelques berlines qui sont des voitures qui ont couru au Mans et d'autres protos qui malheureusement n'avaient pas pu courir au Mans à l'époque. Mais donc c'est une organisation anglaise c'est très sympa, qui regroupe des gentlemen drivers. « 31 voitures sont au départ et l'on s'apprêtait à vivre une nouvelle domination anglaise si un Suisse, en la personne de Bruce Van der Meer, n'était venu mettre son grain de sel. Et alors que cet Abarth Osella de Colin Poole passe dans le raidillon, on retrouve un peu plus loin dans le peloton Michel Quignoux qui devra abandonner au 7e tour sur problème moteur, alors que Sylvain Stepak, lui, arrache la 14e place. Mais pas le temps de souffler, ce sont déjà les 6 heures de Spa qui se préparent. On y retrouve 66 voitures et plus d'une centaine de pilotes donc. C'est assurément un des grands rendez-vous de l'année en VHC qui va avoir lieu. On y trouve de tout ou presque des Chevrolet, des Ford, des Jaguar, des Porsche, des Triumph, des MG, des Lotus, des Alfa Romeo et même des Bizzarini, des TVR ou des Cobra. Bref, tout est en place pour un spectacle haut en couleur, avec néanmoins une petite restriction. La voiture qui part en pôle, la 81, la Chevron B8 des Anglais Knox et Marquet, ne court pas pour le résultat final, mais pour un trophée baptisé de l'eau rouge. Ce qui veut dire qu'on aura surtout les yeux rivés derrière elle pendant toute la course et on aura le choix. L'importance du plateau est tout simplement exceptionnelle. Le départ vient d'être à peine donné qu'il y a déjà plus de 40 secondes d'écart entre le premier et le dernier. Comme on s'y attendait, la 81 est donc en tête, mais c'est derrière que ça va compter pour le résultat officiel. Et ça commence par un coup de théâtre, puisque déjà la vraie voiture de tête doit s'arrêter au bout de quelques minutes seulement. Il s'agit de la 74, une Elva MK7 de 1963. Elle abandonnera définitivement au 5e tour. Autre retrait, la 2e Porsche de l'équipe Polybé.
Une voiture qui avait déjà souffert la veille d'un sur-régime quasi fatal. Hier, donc, ça a causé une amorce de crique qu'on a pu plus ou moins localiser, mais qui n'était pas tout à fait cassée. Et donc aujourd'hui, ça m'a permis de faire 20 minutes de course et voilà, la panne elle était là. Il fallait l'accepter. Malheureusement, pour toute l'équipe, la voiture est dans le box. C'est le sort, c'est le sport. C'est le sport. Une autre Porsche qui connaît des soucis, c'est la 19, celle de Gérard Deville de Goyer, aidée en l'occurrence par Michel Ligonnet et Pierre de Touazy. Une voiture qui s'était bien comportée il y a un an et qui doit elle aussi abandonner prématurément. Alors on était parti plein d'espoir parce que j'avais fait la pole des Porsche et je voulais faire une aussi belle course que celle de l'année dernière et malheureusement bah voilà, là, on arrête. On vient de voir la Lotus numéro 73, voici la 55 où l'on retrouve l'ami Sylvain Stepak, associé en l'occurrence à Patrick Quignou et à son père Henri Stepak. Henri Stepak est âgé de 64 ans mais a un très bon coup de volant, l'occasion de s'interroger sur cette relation père-fils au sein d'une équipe de course. Dans le team, c'est mon fils le responsable, donc je l'écoute, ça se passe très bien. Oui, vous vous mettez à ses ordres, si j'ose dire. Ah bah bien sûr, oui. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Il me demande conseil, mais c'est quand même lui qui décide. C'est lui le pilote. Moi, je suis jamais qu'un jeune pilote. Hein. Attention, ces 6 heures de Spa auront été marquées par un spectaculaire accident. La Lotus était au ralenti. La BMW numéro 59 ne l'avait pas remarqué. Plus de peur que de mal, du moins pour les pilotes. De quoi revenir sur cette fameuse portion qui mène au non moins fameux raidillon de l'eau rouge. On arrive à la source, donc on rétrograde en 2, après 3, 4. Juste avant d'arriver en bas, on passe à 5. On prend l'extérieur un peu pour prendre la trajectoire, on élargit, on freine un petit peu et on passe en 5 jusqu'en haut. Dernier ravitaillement et changement de pilote pour la Porsche numéro 24 de l'équipage Langin, justement, Rupp et Moreau. Malgré un peu de précipitation et de confusion, le résultat est là. Au final, c'est la 9e place au général et la première des Porsche qui attend cette voiture venue d'Angoulême. Devant, c'est quand même une armada de pilotes anglais qui dominent l'épreuve. Mais jusqu'au bout, il y aura du suspense. Si la 81 est intouchable, tout est possible pour la vraie victoire. Et hélas pour elle, la Jaguar Type E numéro 14 doit renoncer à moins d'1 heure de l'arrivée. Du coup, c'est la Ford GT40 numéro 39 de messieurs Lloyd et Wainwright qui l'emportent. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce sont donc eux qui ont gagné sur le plus beau circuit du monde. Une page de pub dans ce 121e numéro de Moteur en France et on revient sur la carrière. Victorieuse pour Jean-Louis Schlesser devant Jutta Kleinschmidt. Résumé complet avec notre envoyé spécial Christophe Anquet. On voit tout de suite ça, donc pas le temps de voir. Et en fait, c'est faux. On a le temps de voir. Et René Medge a vraiment ce truc très particulier qui nous emmène dans des endroits uniques. En plus, cette année, le Master est passé dans des déserts qui étaient vierges de toute présence, en tout cas de toute course mécanique jusqu'ici, la Syrie, la Jordanie. Et ils ont en plus la chance de terminer par le canyon où on a tourné Indiana Jones avec ce temple sculpté dans la paroi. C'est phénoménal. Je crois qu'au-delà de la compétition, il faut se souvenir que le Master Rally, c'est une aventure humaine et en plus, elle nous remplit vraiment. C'est un truc extraordinaire.
Alors, Stéphane, vous l'avez vécu l'an dernier. Christophe, vous l'avez vécu cette année. Vous êtes certainement le plus qualifié pour nous dire effectivement tout ce que vous avez pu ressentir au cours de cette dizaine de jours de course. Christophe Anquet, sur le Master Rally, c'est à vous. Bonsoir. C'est vrai que cette année encore, René Medge nous a fait traverser des pays inédits, des paysages somptueux, à l'image de celui-ci, de ce site de Petra, la cité des Nabatéens, en Jordanie. Mais le Master Rally a également été endeuillé par l'accident mortel du motard John Deacon. Lundi dernier, au départ du bivouac d'Inonou, Tiainen est leader du classement moto. Il précède Borsi, Deacon et Salah, déjà relégués à plus de 17 minutes. Sur 4 roues, Schlesser et Kleinschmidt sont devant et se tiennent en moins de 120 secondes. Puis à plus de 20 minutes, il y a Demevius, Servia et Van Berg. Les véritables spéciales de Rally Raid vont débuter et dès les premiers mètres, ça commence très fort avec une bagarre entre Schlesser et Kleinschmidt. Je rattrape Jean-Louis après 20 km parce qu'il roule tranquille pour servir. Comme ça, il gagne beaucoup de temps, il veut bloquer moi. C'est une l'endroit très mouveuse. Je veux doubler à gauche, mais après, Schlesser était là, je suis là, je vais doubler, mais c'était trop slippery et je glissais dans le canal, c'est tout. J'ai été dans le canal jusqu'à ici. Cette spéciale a été difficile d'un point de vue navigation, les motards ont donc souffert. Salah perd encore un peu de temps dans cette aventure par rapport à Tiainen et Deacon, tandis que Marco Borsi se loupe totalement et perd 38 minutes par rapport au leader. Derrière, il y a ceux qui font leur course à leur rythme, avec une seule idée en tête, arriver à Petra. Parmi eux, il y a 2 copains qui taillent la route ensemble sur des motos en or. Des motos qui ont fait le Dubaï, le dernier Dubaï, qui ont été dorées à leur fin par les ateliers Mariotti, 24 carats. Donc ça a demandé beaucoup de travail. Et pour quelle raison vous les avez fait dorer Pour pouvoir rentrer à Dubaï. Non, on les a fait dorer parce qu'on a eu un bon sponsor, ils ont proposé de faire ça et Dubaï s'y prêtait très bien. Ça va plus vite une moto en or? Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui nous poursuivent pour pouvoir nous les piquer. Vous faites tout le rallye à vous deux en fait, vous êtes deux copains, 2 cousins? 2 copains. Deux amis. On roule ensemble. C'est plus simple à rouler à 2. Parce que dès qu'il y en a un qui fait une erreur, celui ou moi, l'autre est là pour corriger et réciproquement. Karl et Alexis sont allés au bout de ce Master Rally avec des souvenirs plein la tête. Mardi, Tiainen et Salah réalisent une très belle spéciale. Les pilotes KTM ne se trompent pas, ou très peu, et pointent en tête au CP. Leur première interrogation concerne John Deacon. Tu as vu Deacon? Attends, j'ai quelque chose dans les oreilles. Quoi? Tu as vu Deacon? Oui. C'était après le... 1 kilomètre. Tu l'as pas vu avec sa roue par terre et toute la mousse sortie? Il est là derrière. Ah, après 2 km? Non, 1-1.
Un seul. Tu sais, il y a un endroit, il y a une espèce de rivière, et juste après, tu as la roue au milieu avec toute la mousse qui est sortie. Ouais, Igor, fais gaffe, il y a une moto qui arrive. Et la moto, c'est la BM de Deacon. Après 40 minutes d'attente, le Britannique arrive poigné dans le coin et furieux. Après 3 km de spécial, j'ai heurté quelque chose. Et mon pneu arrière s'est complètement arraché. Le pneu était détruit, tout comme la mousse anti-crevaison. J'ai dû donc faire demi-tour et attendre mon camion d'assistance. Dans cette spéciale, et comme depuis le début du Master, une fille se fait remarquer. Andrea Mayer roule vite et intelligemment, ce qui lui permet de pointer le bout du nez à la 5e place alors que nous en sommes à la mi-course. Le seul que je veux, c'est toujours j'ai gagné le coupe féminin. Mais je vais être dans les premières 10 une fois dans une grosse rallye pour gagner une coupe masculine. Tout comme ce fut le cas la veille, Schlesser et Kleinschmidt se tirent la bourre. L'idéal en vue de la Coupe du Monde pour le Français, c'est de réussir un doublé avec ses buggy. Mais à la suite de ses problèmes d'accélérateur, José Maria Servia a perdu 25 minutes. Il doit donc grignoter son retard et pour cela, il peut compter sur l'aide de son patron. José est parti en tête et il avionne. Derrière, Jean-Louis joue la tactique d'équipe. C'est le même comme hier. Il attend nous après 30 km. Je suis derrière et je suis dans le poussière. Après, je roule tranquille parce qu'aujourd'hui, c'est impossible pour doubler. Il y a beaucoup de poussière, il sait ça, et comme ça, il bloque nous. Nous, on a roulé pour ne pas se perdre. Et la preuve, c'est qu'on finit à 1 minute. Je veux dire, si on a ralenti alors qu'on est à 1 minute, je sais pas comment on n'a pas un avion. Hein. Ok, sinon la spéciale, ça a été on a fait une bonne nave, on ne s'est pas perdu, c'est toute la différence. Et dans tout cela, il y en a un qui perd gros, qui perd la 3e place du classement général. Les parcours rapides comme on a maintenant jusqu'à la fin du rallye, il faut rester réaliste, c'est pas pour nous. On a un manque de vitesse de pointe, donc c'est normal qu'on retourne 4e. Loin, très loin derrière cette course en tête, Raphaël et Pascal se font les dents à bord de leur Toyota Land Cruiser. J'ai entendu dire que c'était votre premier rallye raid, c'est vrai? Le premier. Et alors? C'est bien, c'est sympa. Comment est-ce qu'on se décide comme ça un jour de faire son premier rallye raid? La passion pour les sports auto, avoir vécu en Afrique pendant 13 ans, et puis l'aventure. Et vous avez trouvé des sponsors parce que ça coûte cher quand même, hein? Oui, on en a trouvé, mais on a quand même fallu qu'on mette en gros à peu près la moitié du budget de notre poche. Et ça représente quoi, vous pouvez nous le dire ou pas? Oui, je peux vous le dire, ça nous représente à nous en gros 320 000 francs. Raphaël, quand on fait son tout premier rallye raid, quels sont les problèmes qu'on rencontre et auxquels on ne s'attendait pas? La panne mécanique. Ouais, les pannes mécaniques quoi, qu'on ne peut pas maîtriser en fait. Et pourquoi avoir choisi le master? En fait, notre objectif c'était de faire le Dakar. Et après, après avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont fait le Dakar et qui font des rallye raids, on nous a conseillé de commencer par un plus petit rallye, qui est plus adapté aux débutants, comme le Master par exemple. Quel bilan pouvez-vous tirer de l'épreuve, à part la mise hors course évidemment? Le bilan, c'est que c'est une super ambiance. Se retrouver comme là ce soir au bivouac, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Je trouve ça génial. Il y a la voiture à Kleinschmidt ici, il y a les buggy, je les sers de l'autre côté. On est tous ensemble, il y a les amateurs, les professionnels. Je pense que le Master Rally, de ce côté-là, c'est ce qu'il y a de bien. C'est que les pros et les amateurs à bien se mélanger. C'est ce qui est sympa, quoi. À refaire? Ouais, à refaire. On va continuer, c'est sûr. C'était une première expérience et je pense que ce ne sera pas la dernière. Évidemment, ça coûte, comme tout le monde le sait, ça coûte cher. Donc maintenant, ça sera trouver des sponsors et puis repartir, c'est sûr. Pascal et Raphaël ne sont pas allés au bout, ils ont dû renoncer la veille de l'arrivée. La spéciale syrienne de mercredi entre Alep et Palmyre est un véritable cauchemar. John Deacon, à la poursuite du temps perdu, est victime d'une chute mortelle.
C'est terrible parce que j'ai perdu un ami et un équipier. J'étais très fière d'être une amie de John. J'espère que tout le monde comprendra la raison pour laquelle j'arrête la course. Mais j'aimerais que vous continuiez tous cette belle épreuve, parce que la vie du rallye était la sienne. Et pensez que quel que soit l'endroit où il se trouve, actuellement, il est bien et il est avec nous. So wherever he is, I think he's doing well and he's being with us. À côté du terrible accident de Deacon, la pirouette de Servia et Lurquin est presque anecdotique. Le copilote souffre de légères coupures au bras, le pilote d'une blessure au moral. À un moment donné, il y avait une piste qui allait vraiment dans la direction qu'on voulait et ça s'est avéré qu'au bout de la piste, il y avait un mur et une crevasse qui nous barrait la route et impossible d'essayer de monter dessus tout droit. Donc on a essayé de lancer l'auto pour la mettre en travers, pour la freiner et accélérer à côté du trou, mais on venait trop vite et on est resté dans le trou. La voiture a fait un tonneau. Bon, ben, on s'en tire bien. Je veux dire, bon, on est un peu égratigné, on est un peu blessé, très peu. Schlesser ne peut plus compter que sur lui-même à présent et il se ménage un petit matelas confortable de 7 minutes 30 d'avance sur Kleinschmidt. Ça n'est pas une machine de musculation, c'est un combiné ressort-amortisseur et c'est très important sur les voitures de rallye raid. D'ailleurs, Jean-Louis Schlesser va nous expliquer pourquoi. Il est indispensable qu'une voiture procure une confiance maximale à son pilote, qu'elle lui permette de sentir la route tout en lui apportant du confort. Et ce confort passe en grande partie par les amortisseurs. Il nous arrive parfois de prendre des compressions extrêmement fortes et qui peuvent occasionner des jets de l'ordre de 3 ou 4. Ce qui fait qu'on a 2 amortisseurs qui travaillent pour soutenir la voiture, c'est-à-dire avec les ressorts. Il y a de l'hydraulique dans ces amortisseurs et celui-ci, il y a aussi de l'hydraulique, mais avec plusieurs étages. C'est-à-dire que ça dépend, le piston, par rapport où se trouve le piston, vous avez une certaine résistance hydraulique, je dirais. Un rallye raid, et le master en particulier, traverse plusieurs types de terrains. Du rapide, du cassant, du sable, de la terre, bref, des terrains qui nécessitent chacun des amortisseurs adaptés. Alors, les change-t-on durant la course? On essaie de ne pas le faire pour pas qu'il y ait de problèmes, disons, d'intendance. Et vous changez quand même les réglages ou pas? On les change, oui, on les change, mais on essaie de le faire le moins souvent possible. Si on sait que pendant 3 jours, on va être à peu près dans une piste sinueuse, on va changer les réglages et ensuite on fera quelque chose de différent pour du rapide. Mais on essaie, par rapport au terrain, d'être à peu près similaire. Les amortisseurs des buggy Schlesser sont en partie responsables du succès des Scarabées. Jean-Louis et son équipe ont longuement travaillé sur le sujet. De plus, dès la conception de l'engin, les points de fixation des amortisseurs ont été déterminés précisément afin d'optimiser son équilibre et apparemment, c'est payant. Contrairement aux voitures, nous sur les motos, on n'a qu'un seul amortisseur sur l'arrière. Il est monté en vertical sur la machine. Il est relié au bras oscillant et à la roue, bien entendu. Il y a des biellettes qui apportent une progressivité. C'est-à-dire que plus la roue s'enfonce vers le garde-boue et plus l'enfoncement est rapide pour pouvoir freiner avec l'hydraulique l'enfoncement de la roue pour ne pas talonner. Il faut trouver, j'imagine, l'équilibre entre l'amortisseur arrière et ceux de la fourche avant. Bien sûr. La fourche, elle, vous voyez, ça débat sur 300 mm, aussi bien devant que derrière. Là, peut-être 2 cm de moins. Alors la fourche, elle, c'est pareil, elle a des réglages de compression en haut, par contre, et de détente en bas. Et il y a différents ressorts, différentes possibilités de ressorts. Et les amortisseurs des motos avalent les irrégularités du terrain afin de permettre au pilote de tenir l'équilibre sur sa machine. Vous
terre, vous en avez 2 en plus, c'est les jambes. Voilà, bien sûr. On se tape moins les fesses normalement. On est debout, on a les jambes qui font compas et quand il y a grosse compression. Contrairement à l'année dernière et les passages en Hongrie et Roumanie, le Master millésime 2001 souffre de la chaleur. Dans les voitures, les pilotes fondent à un point tel que c'est presque insupportable. Pourquoi vous ne placez pas la clim dans la voiture? Là, j'ai une question plutôt technique. En fait, en gros, ça fait encore une courroie de plus, ça fait des chevaux en moins et ça fait. Mais si on était amené à faire des courses fréquemment dans ce type de pays, je crois qu'il faudrait vraiment l'envisager. C'est pas un luxe du tout. Hein, on se sent mal, quoi. On n'a pas le malaise, mais on n'est pas bien. Demain, nous allons quitter la Syrie pour nous rendre en Jordanie. Et je pense qu'étant donné que les pilotes ont fortement souffert de la chaleur aujourd'hui, je vais faire cette étape à d'autres dromadaires. Depuis le départ du Canet, Philippe Van Berg n'a pas vraiment eu de chance. Des problèmes mécaniques, des petites erreurs. Bref, le pilote du Pro Truck Ford commence à s'impatienter, mais il est récompensé jeudi par une splendide victoire d'étape qui se termine en Jordanie. Là, j'ai attaqué un peu. Là, j'ai roulé. J'espère. Là, j'ai dit, allez, on va essayer de... Parce que quand j'ai vu que Utah n'était pas très loin, j'ai dit, bon, bah, ça va, on est aussi bien, c'est un poil mieux, donc autant accélérer un petit peu. Et on a vu Jean-Louis après. Par contre, sur la fin, on était en parallèle avec lui à 15 km. Il nous remet 1 minute et demie en 15 km. Ah, mais c'est que de la vitesse max, ça prend 25 bornes, donc ça va vite, hein, 15 minutes. Il n'y a que le résultat qui compte. Kleinschmidt est deuxième. Elle grignote quelques secondes, mais s'élancera le lendemain juste devant son rival. Schlesser échafaude un plan redoutable, car vendredi, il y a 417 km de spécial et il vaut mieux partir derrière afin de calquer sa course sur celle de l'adversaire. C'est bien vu. De leur côté, les motards ont préféré zapper la spéciale de jeudi à la suite de l'éprouvante étape courue la veille. Ils arrivent plus frais au bivouac et Didier Pi a pu nous consacrer un peu de temps pour parler de l'équipement d'un motard. Vous habiller et sous le maillot vous avez un équipement un peu spécial. C'est une protection intégrale qui englobe les genouillères, les épaules, une protection pour le thorax ou les projections de cailloux et dans le dos une épine dorsale qui protège en cas de chute la colonne vertébrale. Elle est articulée. De plus, il y a une double ceinture pour le maintien de la colonne vertébrale. Ça n'a pas l'air hyper confortable, si. Enfin, comme tout l'équipement d'ailleurs. Comme tout l'équipement, en plus le plus gros défaut c'est que ça tient énormément chaud et par ces jours-ci avec des températures élevées c'est pas très confortable, mais c'est indispensable. Pourquoi n'utilisez-vous pas un casque avec une visière et vous utilisez un casque comme celui-là? C'est un casque de type motocross, enduro, avec la façade ouverte parce qu'avec la visière fermée dans l'intégrale on aurait du mal à respirer, l'air rentre. Et puis avec toutes les poussières aussi, ce serait irrespirable à l'intérieur. La petite casquette au-dessus, elle sert à quoi? Elle sert pour les projections. En cas d'un concurrent devant, on peut baisser la tête. Elle protège les projections des cailloux. Éventuellement, le soleil qu'on a en face de nous, on baisse légèrement la tête et ça nous sert de pare-soleil. Le camel bag, ça n'a rien à voir avec la sécurité? Ah si, tout à fait. Et ça, c'est obligatoire puisqu'on doit
avoir 3 litres sur la moto obligatoire et 2 litres dans le dos du pilote, qui a un total de 5 litres en tout. Et donc c'est une pipette et ça nous fait une bonne journée. Au niveau outils, au cas où vous tombez en panne sur la piste, vous en emportez sur la moto? Oui, on emporte un minimum qui se trouve sous la selle. Voilà, rangé dans une espèce de tiroir où il y a un dérive-chaîne, une sangle qui peut dépanner. J'en ai donné une l'autre jour à Jean Broussy quand il est tombé avec la moto dans le ravin. Et au fond, il y a les fusées de détresse avec une couverture de survie, une lampe à éclat. Alors la chose la plus importante, peut-être sur cette moto, c'est la balise. La balise de sécurité qui se trouve à l'avant, désignée par un pictogramme sur le côté pour qu'on la retrouve facilement. On la sort très facilement en 10 secondes, avec un coup de couteau, on y a accès. Même s'il a quasiment course gagnée, Tiainen ne ménage pas ses efforts vendredi. Blessé au menton à la suite d'une chute mercredi, le Finlandais a retrouvé ses forces et il est le premier à l'arrivée avec une machine qui apparemment a été malmenée. Tiainen a bien mené sa barque. Salah s'est perdu trop souvent durant cette semaine et cette longue spéciale ne lui a pas permis de combler son retard. Le pilote KTM est toutefois parvenu à protéger sa 2e place face à ce diable de Marco Borsi qui a perdu pas mal de temps dans le désert. Je suis vraiment heureux d'être arrivé ici, car c'est vraiment très très beau. Surtout la dernière partie, qui est fantastique. Si cela ne tenait qu'à moi, j'y retournerai tout de suite. Le premier grand perdant de vendredi, c'est l'équipage Georges Bocande. À bord de leur Nissan, ils se battaient comme des chiffonniers pour remporter la catégorie T1 marathon jusqu'au moment où... On a cassé une transmission avant au kilomètre 30. D'ailleurs, des camarades ont vu le cardan sur la piste. Et 2 kilomètres après, plus de frein. Donc on a fait toute la spéciale en 2 roues motrices et sans frein. Et pour finir, donc, le petit passage de dune à 5 km de l'arrivée, bon, on est resté tanké dedans pendant 1h15. Plus rien ne peut donc arrêter les pilotes Mercedes Jean-Sac et Strugo qui assurent le doublé pour le team de Georges Groat. Perdant également l'équipage Kleinschmidt-Schulz qui crève à 3 reprises et reste sous le contrôle total de Schlesser durant toute la spéciale. Et je crois que nous c'était dans leur circuit de Formule 1 parce que tout le temps nous fait le battre dans la piste, mais ouais, ça va. Pour nous une bonne spéciale parce que Andy gagnait les 3 gravisons en navigation après parce que tout le temps je laisse passer. Et après les gravisons nous rattrape et nous double. Après notre gravison. Grégoire de Mévius, qui est parvenu à éviter toutes les embûches du jour, emporte la spéciale. Une spéciale qui aurait pu revenir à Éric Vigourou sans une maudite crevaison survenue à 80 km de l'arrivée. Il n'y a plus de suspense hier matin lorsque les concurrents quittent le Vadiroum pour les 159 derniers kilomètres de spécial. Kleinschmidt donne tout ce qui lui reste dans le ventre et remporte l'étape, mais Schlesser possède une avance suffisante pour assurer. C'est presque au ralenti que le buggy bleu franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Au niveau du parcours, bon, c'est sûr que c'était exceptionnel. Hein. C'était vraiment un très très beau parcours. On a eu des paysages assez variés, quoique ici ça ressemble un petit peu à ce qu'on a l'habitude de connaître, mais les pistes étaient très agréables.
Depuis le début de la saison, la bagarre Schlesser-Kleinschmidt est plus intense que jamais. Et ici au Master, l'écart à l'arrivée est minime. Utah a une explication à cela. J'ai attaqué plus parce que je sais cette année c'est possible gagner le Coupe du Monde et je veux, ça c'est sûr. Comme ça j'ai aussi bien préparé, j'ai fait une bonne préparation et comme ça tout ensemble c'est plus vite, c'est ça. Grégoire de Mévius réussit un très beau podium, à un peu plus d'une demi-heure des intouchables. De la Vergne échoue à la 4e place et devance à Rakitiansky et Lansac qui remporte la catégorie T1 marathon. Troisième du général vendredi, Marco Borsi a reçu une mauvaise nouvelle au petit déjeuner le lendemain. Mercredi, l'Italien avait allègrement coupé à travers tout à l'aide de son GPS. Après analyse de l'appareil, les commissaires sportifs ont décidé logiquement de pénaliser le pilote Honda. Mais 4 heures, c'est tout de même cher payé. Marco chute de la 3e à la 6e place du général. Je suis content d'être arrivé ici, même s'il y a une petite déception. Je reste convaincu que je devais avoir une autre place. Didier Pi est finalement 5e derrière Grip. Le podium est orange puisque composé de pilotes KTM. Brussy est finalement 3e derrière les multiples champions du monde d'enduro, Salah et Tiainen. J'ai fait beaucoup d'erreurs à l'especial en Turquie. Et là-bas, j'ai perdu beaucoup de temps et pour ça, après, il est difficile de faire un bon résultat final parce que Kari, il a contrôlé la course. Il est avant de beaucoup de temps et après, il a fait une roue aussi. Je suis revenu presque de lui, mais au final, il a gagné. Kari Tiainen, 7 titres de champion du monde d'enduro, n'avait jamais gagné en rallye raid. Sa première participation au Master Rally a été la bonne. C'est ma première victoire en rallye raid et je voudrais la dédier à la famille de John Deacon. Avant tout, on a perdu un ami et un sacré compétiteur. Mais ses enfants n'ont plus de père et sa femme a perdu un sacré mari. C'est la vie et je pense très fort à eux. Les écarts entre les motards au terme de l'épreuve sont impressionnants tant la navigation était difficile, mais ça aussi, ça fait partie du rallye raid. Petra aurait pu être la 8e merveille du monde. C'est ici que s'achève le Master Rally. C'est terminé pour ce soir et je vous propose de nous séparer avec quelques images de cet endroit grandiose. Merci Christophe et dépêchez-vous de revenir. On a besoin de vous la semaine prochaine pour la Formule 1 car la semaine prochaine, San Remo. Oui, puis à vrai dire, 3 semaines sans championnat du monde des rallyes, on était un peu en manque, donc il a fallu trouver un prétexte pour diffuser des images. Non, à la vérité, c'est vrai que Mitsubishi a effectué il y a quelques jours ses premiers essais avec l'Evo 7, la première WRC Mitsubishi. Et puis d'un autre côté, pas très loin d'ici, pas très loin de la principauté de Monaco, il y avait Subaru qui était en test pneumatique, tous les deux sur asphalte, car on prépare très activement le rallye San Remo. Il y a beaucoup de séances d'essais qui s'accumulent en ce moment, notamment parce que le Tour de Corse et le San Remo tombent en pleine fin de vacances, et ce qui fait que les routes sont assez occupées, donc on va essayer de s'isoler un peu dans les vallées de l'arrière-pays. Et on est donc allé voir cette nouvelle Mitsubishi et Subaru, Mitsubishi qui nous sera présentée par son concepteur, qui est un Français, encore un cocorico, il s'appelle Bernard Lindauer. Regardez donc cette nouvelle Mitsubishi Evolution 7.
À quoi rêvent des mécaniciens de rallye exténués par une longue journée de travail? Peut-être à de nouveaux horizons, peut-être aussi à une nouvelle machine à bichonner. Chez Mitsubishi, on a exaucé leur rêve avec l'Evolution 7, la première voiture du constructeur à la norme WRC. Certes, à première vue, on sent bien qu'il y a du nouveau dans tout ça. Une mise à jour esthétique qui n'est en fait que l'expression superficielle de profondes améliorations. Le tout sous la houlette de l'ingénieur français Bernard Lindauer et du pilote d'essai Lasse Lampi. On a continué à travailler sur la suspension arrière au maximum de la possibilité du règlement World Rally Car. Nous avons également fait la même démarche sur le train avant maintenant avec des débattements de suspension augmentés. Nous avons aussi utilisé la possibilité de recentrer les masses en reculant le moteur. Pour le moment, toujours avec la transmission de la voiture actuelle. Lasse Lampi semble satisfait de la première base de la voiture sur asphalte. Le comportement montre déjà un bon potentiel supérieur à la voiture précédente. Et il est relativement confiant sur les performances à venir de la voiture. Pour en juger définitivement, il faudra attendre le San Remo où l'Evo 7 fera son apparition officielle. En attendant, on peut observer à loisir la ligne générale du nouveau bolide écarlate. En soulignant donc ce nouveau bouclier avant plus ouvert pour un meilleur refroidissement de la batterie de radiateur qu'il dissimule. Un arrière plus dépouillé et plus moderne, aussi surmonté d'un aileron assez semblable au précédent. Petit détail de finition, la prise d'air qui ne se contente plus d'être une trappe, et les rétroviseurs intérieurs afin de limiter les excroissances aérodynamiques. Et rassurez-vous, on a également beaucoup travaillé sous le capot. Le moteur de base est le même, mais il a été retravaillé dans la liberté du règlement World Rally Car. C'est-à-dire que l'ensemble Biel-Villebrequin volant moteur a été allégé. On a également un nouveau collecteur d'admission, un nouveau échangeur, ce qui permet normalement d'exploiter mieux le moteur de base avec plus de liberté sur la réglementation par rapport à une groupe 1. Voilà donc la nouveauté de cette fin de saison rallyistique dévoilée officiellement. Son entrée en lice est prévue dans à peine un mois, une échéance qui s'approche à grands pas, mais que Mitsubishi envisage sans véritable panique. Notre objectif devient de plus en plus difficile parce que nous sommes en tête du championnat du monde des rallyes constructeurs et pilotes et qu'il semble de plus en plus que l'on va devoir jouer le championnat du monde avec la nouvelle voiture, ce qui nous met de plus en plus la pression. Et notre objectif va être, après la Nouvelle-Zélande, c'est essayer d'avoir le résultat qui nous permet de garder la tête du championnat du monde. L'autre constructeur japonais du plateau Subaru était pendant ce temps près d'Imperia en Italie avec un Richard Burns très occupé, semble-t-il, à négocier son volant pour 2002. Entre deux coups de fil, le Britannique avait à charge de tester les pneus que Pirelli mettra à sa disposition pour les prochaines manches asphalte du calendrier. Quelques signatures d'autographes plus tard, et voilà notre rouquin filiforme au travail, derrière le volant de son Impreza. On apprécie. De roulage comme il s'en déroulera encore quelques-unes avant la fin du mois de septembre. Il est vrai que chez Pirelli, on tient à être au niveau de Michelin pour le San Remo et la Corse. À ce sujet, Richard Burns avait plutôt l'air confiant, même si aujourd'hui on pense encore à la terre finlandaise et néo-zélandaise. La Finlande, ce sera d'ailleurs dès la semaine prochaine, avec un résumé complet dans 15 jours.
Et vous avez vu, Eric, dans ce sujet, Richard Burns changer de téléphone précipitamment, son équipier au téléphone aussi. Tout le monde était en train de téléphoner. À cela, une raison peut-être, c'est la rumeur qui court actuellement. En tout cas, le Britannique serait en contact avancé avec Peugeot pour signer un contrat de pilote pour l'année prochaine. Alors à la place de qui? Là est la question. Mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et encore une fois, une affaire à suivre, une affaire que Tour de Chauffe va suivre. On va faire maintenant avec vous, Frédéric.